recommence une dernière fois. Salut Corinne! Salut Anthony, Ça, c'est les aléas de la ça va, technique, hein. c'est C'est ça, c'est les aléas du direct. c'est du Bon, Corinne, direct. Corinne, tu connais bien l'émission, donc tu sais où est-ce que je vais t'emmener, comment ça va se dérouler. Donc Tout à fait. je vais te laisser te présenter pour commencer. Mhm. Je t'écoute. Alors, bon, je m'appelle Corinne Belmudez, j'ai 66 ans et j'ai la maladie de Parkinson depuis 24 ans, c'est-à-dire qu'elle a été diagnostiquée en 2000 à l'âge de 42 ans. D'accord. Donc tu es retraité, Oui, tu vis près de Toulouse. je vis à une quinzaine de kilomètres de Toulouse et je suis très bien là où je suis parce que je suis pas très loin de la ville et proche de la nature. Ah, un petit peu comme chez moi. À 15 minutes de Nîmes, de la grosse ville, Voilà. et je suis quand même en pleine nature. Alors raconte-nous comment tout a commencé. Alors, tout a commencé, en fait, j'avais une vie assez trépidante, c'est-à-dire que je travaillais et j'élevais mes trois enfants et mon mari était quand même assez souvent en déplacement, donc je devais amener chaque enfant dans une école différente le matin, le soir en retour pareil. Et en même temps, comme c'était pas assez, on a fait construire une maison. D'accord. Et donc, quand ça s'est pas toujours très bien passé au début, en tout cas, l'entrepreneur de gros œuvres s'est barré, enfin, est parti. Et donc, on a fait un constat d'huissier et ça m'a un petit peu, enfin, beaucoup perturbée. D'accord. Et aussi, quelques jours après, on nous a fait, on nous a volé des appareils sur le chantier. Donc, dès qu'il y a eu cette deuxième événement, le soir même, je sentais que je n'étais pas bien. Je suis allée à la pharmacie, j'avais 18,9 de tension. C'est quand même pas mal. Et j'ai mes premiers tremblements qui sont arrivés. Mes tremblements de la main droite. D'accord, donc c'est le premier signe. Avant ça, tu n'avais jamais rien eu de particulier. Non, alors si, juste un petit comeback. Quand j'étais enfant, j'ai fait de l'asthme et j'ai eu une opération d'appendicite. Je le dis parce que ce sont deux cas qui ont été évoqués qui sont en rapport avec la maladie de Parkinson. Ah bon? Oui, D'accord, je savais pas. l'appendi- l'opération d'appendicite et puis l'asthme. D'accord, Ensuite, donc j'ai eu l'année qui a précédé le diagnostic une tendinite à l'épaule droite, ouais, bien sûr. Euh, bon, donc tout était à droite, c'était cohérent. Mais la tendinite, bon, on m'a fait une infiltration, puis c'est d'accord. passé. Quand j'ai commencé à trembler, bon, ben, comme je venais d'avoir deux événements Oui, psychologiquement difficiles, t'as mis ça sur le compte du stress. et puis pas que moi, le médecin, enfin, tout le monde a suivi là-dedans. Ah, t'es quand même allé chez le médecin. Oui, alors j'ai dû essayer tous les anxiolytiques et antidépresseurs qui existent en pharmacie. Et bon, ça a duré un an, cette période de non reconnaissance de la Et maladie de Parkinson. un an où tu tremblais? Oui, alors le tremblement, j'avais réussi un petit peu à le dompter. Je m'achetais des vêtements avec des grandes poches. Oui, non, tu l'as pas dompté, tu l'as caché. C'est Ouais, ça. Ouais, je l'ai caché à mon boulot. Je parle de mon boulot surtout, parce que sinon je ne l'ai pas caché. tu, fais- tu faisais quoi comme boulot? Euh, J'étais responsable d'une petite équipe administrative. D'accord. Donc, dans les bureaux, derrière l'ordinateur. D'ailleurs, je commençais, quand j'ai été diagnostiquée un an après, je commençais déjà à apprendre à taper sur le clavier de la main gauche. Ouais. Donc, voilà. Donc Bon.
passes un an pendant une année pendant laquelle Oui, tu trembles et je tremble. tu sais pas trop ce que c'est, mais toi, tu penses que c'est autre chose que du stress, au fond de toi. Alors, je commençais vers la fin quand même à me poser des questions parce que j'ai vu un neurologue libéral avant de voir le neurologue qui m'a diagnostiqué. Et le neurologue libéral m'a fait faire un scanner, mais il n'a rien trouvé parce que c'était sans produit de contraste. Ouais. Donc, le DAT-scan, il y a du produit de contraste pour bien voir si c'est la maladie. Et d'autre part, je commençais quand même à regarder, à me renseigner auprès de Monsieur Google. Mais Euh, du coup, t'as tapé quoi sur Google? Tremblement? oh, ben oui. Ouais. Alors, tremblement, j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes. Alors, j'ai pas forcément pensé à Parkinson. Bon, je savais que dans ma famille, il n'y en avait pas forcément. J'avais un oncle et mon père qui l'avaient, mais ça n'a rien de, de familial. Quand c'est familial, c'est toutes Ouais. les chaque, chaque génération. Donc je suis allée assez quand même confiante chez le neurologue qui m'a reçue. C'était le chef de service neurologie du CHU Purpan Et à Toulouse. c'est toi qui as fait la démarche de contacter un neurologue? Alors c'est mon médecin traitant qui m'a envoyé chez lui. D'accord. Il a fait un courrier et puis je suis allée faire. Alors j'ai parlé un peu, pas longtemps. Quand t'y allais, t'étais inquiète? Non, t'avais envie de savoir? T'avais... J'avais vraiment envie de savoir. C'est pour ça que quand je l'ai su, j'étais rassurée et il y a beaucoup de personnes comme dans mon cas qui réagissent de la même manière. C'est-à-dire que c'est tellement inhabituel à notre âge qu'on est quand même, on se dit, bon, je pensais pas quand même que ça allait être ça, mais c'est Parce, ça. Maintenant, je le sais. parce que du coup, t'avais quel âge au moment du diagnostic? Alors, quand les tremblements sont arrivés, c'était 41 ans, diagnostic 42. D'accord. Donc tu vas chez ce neurologue, il Oui, t'examine, il t'examine. oui, rapidement, il m'écoute aussi parce que j'avais toute mon histoire à raconter. Et il me fait faire les gestes qu'on a l'habitude de faire, hein, les marionnettes et compagnie. Et puis il me dit, bon, ben, n'ayons pas peur des mots, vous avez la maladie de Parkinson, mais on n'en meurt pas. Ah, Voilà, voilà ce qu'il m'a dit. au premier rendez-vous, pas de date scan, rien, il te l'annonce comme ça. Ah, alors à l'époque, les scans ne se faisaient pas, parce que je suis une vieille diagnostiquée. Il m'a simplement dit, je vous envoie chez un neurologue de mon service spécialisé dans la maladie de Parkinson. Elle m'a reçue, c'est ma neurologue actuelle, toujours, je l'ai toujours depuis, et elle a vraiment eu un discours rassurant. Elle m'a dit, il y a beaucoup de médicaments, enfin, il n'y a pas beaucoup, à l'époque, pas encore beaucoup, il y a des médicaments, et si ça ne va pas, il y a une opération. Déjà, la stimulation cérébrale profonde était déjà en route. Mais lui, il a été bon quand même parce que Alors, à cette époque-là, diagnostiquer quelqu'un de 41 ans, mm, il a eu le nez creux, comme on dit, il a été bon. il a été bon, oui, c'est peut-être pour ça qu'il était chef de service. Ouais, Et ma neurologue, par contre, a complété son examen clinique par une hospitalisation de 3 jours qui était destinée à éliminer d'autres pistes et à confirmer mon diagnostic au test à la L-DOPA. Ça existe toujours. ouais. Et, et c'est une bonne alternative parce que j'ai bien répondu de suite à la L-DOPA. Donc, Cocorico, j'avais la maladie de Parkinson. On a éliminé des maladies comme la maladie de Wilson, Ouais, quelques maladies qui ressemblent un peu. ouais. Voilà. Donc, donc ta maladie est identifiée, t'as une phase de déni, de choc, tu le prends, tu le vis comment cette annonce? Alors, je me souviens l'avoir assez bien vécu, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais rassurée de savoir ce que c'était, parce qu'un an sans savoir, c'est un peu long. Ouais, Et d'autre part, j'ai de suite averti ma famille proche et, et, et surtout pas le boulot. toujours pas. Donc, le boulot,
parce que bon, mais je crois que quand on est atteint de la maladie de Parkinson en phase pendant la vie active, on n'a pas envie on a peur de perdre son emploi parce que c'est une maladie qui est réputée ne pas pouvoir, ne pas pouvoir Oui, guérir. Donc on se dit, bon, je ne vais pas pouvoir finir ma carrière comme il faut. S'il faut, je vais peut-être être mise de côté. Bon, donc. surtout que les premiers traitements, ils ont dû t'aider à aller mieux. Du coup, ça se voyait pas au travail, non? Alors voilà, donc les premiers traitements ont été, comme me l'avait promis ma neurologue, très efficaces. Alors c'était l'époque où il y avait un protocole qui avait été signé très récemment, le protocole 2000, pour encourager les neurologues à prescrire en premier des agonistes dopaminergiques aux jeunes malades. Donc je D'accord. faisais pas. Et c'était le début donc des agonistes. On savait pas encore, on connaissait pas encore leur danger. Et donc j'ai pris du Parlodel à l'époque. Il a été depuis retiré du marché parce qu'il provoquait des problèmes pulmonaires, hein. D'ailleurs. Bon. Euh, j'ai pris donc du Parlodel. Elle m'a donc prescrit des petites doses qu'elle a augmentées progressivement et ça a été magique. Donc, tu as eu droit à ta lune de miel. Ah ben une très longue lune de Ouais, qui a miel. duré combien de temps? Je sais pas, plus de 10 ans, je sais Plus pas. de 10 Enfin. ans? Ah oui, oui, franchement, j'ai été très bien accompagnée au niveau. Bon, il y a tout un tas de conditions, je suppose, hein. Au-delà de la forme de la maladie qui est plus ou moins grave, la mienne ne l'était pas vraisemblablement. J'ai quand même tenu longtemps avec seulement les agonistes et ensuite on a combiné agonistes et dopamine, levodopa, pardon. Et actuellement, je suis toujours avec une combinaison. D'accord. T'as quasiment jamais changé de traitement, alors. En 24 ans. Ben, en fait, si, j'ai changé mon traitement, mais j'ai. Alors, le problème quand on est malade de Parkinson, c'est qu'on a tendance à se plaindre quand on va voir le neurologue. Alors, j'ai toujours évité ça parce que à chaque fois qu'on se plaint, l'alternative, souvent, c'est d'augmenter le. Et je savais forcément que c'était pas bon de prendre trop de médicaments, ou j'avais aussi une intuition personnelle. Ouais. Donc j'ai pas forcé dans ce domaine-là. Et j'ai eu une augmentation. D'ailleurs, je me suis fait un relevé un jour sur Excel. J'ai eu une progression très très lente des doses. Est-ce que t'en as pas parlé au travail, mais est-ce que t'en as parlé à ton entourage proche, bah, déjà ton mari, Ouais, tes de suite. enfants, tout le monde? Oui, de suite. Tout le monde est tout de suite. Oui, tout le monde est tout de suite. Ok. Alors bon, tout le monde, en fait, les proches, voilà. J'ai eu quand même une période un petit peu difficile. euh, Ça a duré un petit peu, à peu près un an, où j'étais quand même, je ne déclarais pas ma maladie au boulot et ça me causait quand même Ouais. un mal-être. Un mal-être. Un cas de conscience. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, un jour, je me suis prise par la main, je suis allée voir mon patron et, et je lui ai dit, il a été très bienveillant. Peu de temps après, j'ai postulé à l'intérieur de mon entreprise, j'ai postulé sur un poste vacant où il n'y avait pas de management parce que le management pour moi était incompatible avec la maladie. C'est-à-dire que le stress majorant nos symptômes, c'était pas top. Donc, ben, j'étais mise un peu dans un placard, on va dire. Ouais. Il y avait pas de. C'est déjà pas mal. J'ai eu quand même une prise en charge quand même. J'ai pas été non plus évacuée, mais j'ai été mise de côté. Et j'avais le matin quand j'ouvrais mon ordinateur, je voyais plus de mails. Ça m'a quand même assez marqué cette période. Ouais. Mais il fallait que je pense à moi. Et voilà. Donc on en était là. Et j'ai eu donc une année avant de déclarer à mon employeur, j'ai eu une année un petit peu difficile un cas de conscience, comme tu dis. Et puis j'ai perdu 10 kilos pour cette année. Souvent, je vois des questions sur la perte de poids. La première année, j'ai perdu 10 kilos. Mais pas volontairement. Non,
Je pense que c'est la dépression, enfin, l'état dépressif, l'état dans lequel j'étais, qui était un peu, j'étais pas bien dans mes baskets. Ouais. On a supposé que c'était ça parce qu'il n'y avait pas de raison. Sinon, je mangeais comme avant et je perdais l'appétit. Donc après, je les ai récupérés. De toute façon, avec les agonistes, on récupère les kilos perdus Ils éventuellement. étaient pas partis très loin. Non, 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 je les ai retrouvés. Est-ce que avec ces médicaments, tu avais retrouvé une vie quasiment normale en fait? Oui, sauf que j'ai fait partie des 50% de malades qui sont susceptibles aux agonistes dopaminergiques et qui ont des troubles de comportement d'impulsion. Ah, t'as eu des problèmes d'addiction? Addiction à quoi? Alors, je les ai tous passés en revue. Enfin, Argent? en fait, dans les 15 premières années, on va dire, j'ai eu, alors, par d'elle, c'était hypersexualité. J'ai d'ailleurs témoigné dans l'émission de la rue euh, toute une histoire euh, sur ce thème-là. C'était pas facile, mais j'ai été interviewée en studio sur Antenne 2, mais j'avais voulu témoigner parce que c'était quand même quelque chose qui était important pour moi d'en parler. Donc, et puis j'avais aussi écrit un article dans l'Écho, Mais le titre, sur quoi? Sur l'hypersexualité? un petit peu, mais je ne suis pas rentrée dans les détails volontairement quand même. Hein. C'était plus Euh, sur les addictions en général, t'avais fait. oui, le titre c'était les effets indésirables désirables. Ouais. Oui. Alors, donc voilà. Mais à Euh, ce moment-là où tu parles d'hypersexualité, sur le moment, tu t'en rends compte que de ton comportement ou c'est a posteriori que tu te dis, ah là, c'était quand même exacerbé? ben, quand tu es dans l'addiction, de toute façon, quelle qu'elle soit, hein, tu ne peux pas réagir puisque même si tu as la conscience, tu ne penses même pas. C'est-à-dire que tu es dans l'addiction, puis point barre, il faut attendre la baisse de l'effet du médicament pour réaliser ce qui s'est passé. Tu n'as pas de pouvoir de gérer cette situation pendant. Et excuse-moi, et si tu me dis si je suis indiscret, t'es pas obligé de répondre. Euh, D'accord. ton hypersexualité, elle est restée dans le cadre de ton couple? Oui. Alors, c'était d'une part, c'est dans le cadre de mon couple, tout à fait. Et d'autre part, je pourrais dire quand même quelque chose. Je n'en dirai pas plus. Je dirais que c'est pas forcément plus souvent, comme souvent on le pense. C'était carrément différent. C'était une forme de déviance. D'accord. C'est-à-dire, c'était des comportements inhabituels. D'ailleurs, dans l'émission de la rue, c'est ce que j'ai dit. Je n'en ai pas dit plus. Mais quand ça restait au niveau du couple, c'est vrai que c'est pas catastrophique, mais ça peut l'être quand ça déborde. Oui, parce qu'il y a eu il y a des cas hein, où il y a des relations extra-conjugales et ça tourne mal. Il y en a, oui, tout à fait. Et donc, Non, mon mari est bien content, ça va. ah ouais, ah bah oui, oui. Ah, lui, il disait, il disait merci la Je maladie. plaisante, je plaisante, je plaisante avec ça, mais c'est vrai, bon. Mais quelle autre addiction, quel autre problème de comportement Alors, t'avais? avec le Cifrol, parce qu'on a changé plusieurs fois d'agoniste, sachant que quand on est addict, en général, on est addict à tout. D'après ma neurologue, et puis je l'ai vérifié, le Cifrol m'a fait grossir. Je mangeais toutes les nuits. Du Alors sucré? là, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, j'avais pris 20 kilos. Ok. Moins, Et, moins 10 plus 20, ça fait moins 10. est-ce que c'est une addiction qui en chasse une autre? Ça veut dire, Non. est-ce que tu peux en avoir plusieurs en même temps? Non, enfin, je pense pas, je sais pas, parce qu'en fait, non, je ne me suis jamais posé la question, par contre. Mais je pense que dans chaque agonie, il y a des petites différences au niveau des molécules présentes. Et c'est ces petites différences qui, à mon avis, qui orientent vers une addiction ou une autre. Parce que quand je suis passée au Reiki, ça a été du jour au lendemain les jeux. Les jeux d'argent. Addiction aux jeux. Les jeux à gratter? D'argent ou pas. Hein. Tu joues à quoi? Alors d'abord, j'allais au casino.
Mais aussi, je jouais sur Facebook des jeux Oui, Bubble Witch Saga, des trucs comme ça, la Candy ouais, Crush. exactement. Ouais. D'ailleurs, on avait joué ensemble une fois. Ouais, on avait joué aussi à un truc de basket, je crois. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as parlé de ces comportements avec le neurologue ou est-ce que tu as gardé pour toi? J'en ai parlé. J'en ai parlé. Et à chaque visite, elle m'a toujours demandé où en êtes-vous, est-ce que ça va, est-ce que vous maîtrisez? Parce qu'en fait, j'en arrivais au stade où j'avais quand même toujours on avait ajusté le traitement, hein. La seule solution existante actuellement. On ajustait et puis on vérifiait. Et en fait, j'étais dans une situation où je gérais. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais qu'il y en avait toujours un peu, mais j'arrivais à contrôler. Et les médecins, ils savaient déjà que ça venait de ces médicaments-là? Ils les Ça a avaient- commencé. Il y a eu un procès d'un gars qui s'appelait Didier Jambard contre le laboratoire du Réquipe et il a remporté le procès. Ok, Donc, ok. et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup d'informations parce que le milieu médical était un petit peu dérangé par cette information, par ce risque. Et comme l'agoniste était quand même intéressant à prescrire aux jeunes malades parce alors, le but donc des agonistes, c'est d'éviter de prendre de la lévodopa trop tôt, ce qui conduit souvent, la plupart du temps, dans 90% des cas, à de dyskinésie, qui sont des mouvements involontaires très invalidants. Ouais. Et c'est souvent, je finis la tirade, c'est souvent à cause des dyskinésies qu'on propose la neurostimulation cérébrale profonde, parce qu'on réduit les médicaments à ce moment-là, et ça permet aux dyskinésies de disparaître. Toi, t'as des dyskinésies Oui, aujourd'hui? oui, j'essaie de. Oui, j'en ai un peu. Je regardais mon dernier compte rendu, j'en ai un peu, mais très peu quand même par rapport à ce que je pourrais avoir, parce que ça fait pas mal de temps que je prends de la lévodopa. Ouais. Question, quand est-ce qu'on va parler de tout ce que tu as pu faire pour vulgariser et éduquer les gens sur la maladie de Parkinson? Alors, voilà, ce qu'on pourrait dire parce que 24 ans, c'est long à expliquer. Ouais, mais en fait, Euh, si on commence par le début, qu'est-ce qui t'a donné envie de communiquer là-dessus et comment tu t'y es pris? C'est quoi le point de alors, départ? alors, le point de départ, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais j'ai cette maladie, il faut que j'en fasse quelque chose. Et, et je me suis dit, il faut que tu t'intéresses, il faut que tu apprennes à la connaître. Donc, je me suis beaucoup rendue sur Internet et j'ai beaucoup cherché des renseignements et j'ai découvert qu'il y avait des malades jeunes ailleurs aussi. Et bon, j'ai beaucoup fait pour les autres pendant ces 24 dernières années, mais je me suis concentrée quand même sur les jeunes. Ouais, À l'époque, j'étais jeune, ce qui n'est plus le cas. Euh, donc, je me suis dit, ils n'ont pas une prise, ils sont que 10 à 15%. Ils n'ont pas une prise en charge quand même différente des personnes âgées. C'est pas avec ça qu'ils vont aller loin, parce qu'ils vont quand même plus loin que les personnes âgées. Quand on a quelqu'un qui a 70 ans diagnostiqué et qui se plaint, puis que nous, on a été diagnostiqué à 40 ans, il y a quand même 30 ans il a quand même vécu 30 ans de plus sans maladie. ouais, Donc, je me suis dit, toutes ces années que certains doivent, parce qu'il y en a certains qui l'ont beaucoup plus tôt que moi. J'avais une amie, Sabine, qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute. Sabine, à 18 ans, elle a été diagnostiquée. ouais, Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour eux. J'avais envie de faire quelque chose pour eux et pour moi, quelque part. Parce que, bon, je me sentais concernée et complètement en phase avec des actions je ressentais bien que les malades étaient sensibles à, au témoignage d'autres malades. Ça, je l'ai tout de suite vérifié.
sur Internet parce que j'étais avant de rencontrer des malades physiquement, je les ai rencontrés virtuellement. J'étais sur les forums, j'étais sur les blogs à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, voilà. Et j'ai créé mon blog en 2009. De 2009 à 2019, j'ai eu des quantités de contacts T'as créé ton blog dédié aux aux jeunes. aux jeunes malades de Ouais, Parkinson. j'ai osé parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on a la maladie de Parkinson et qu'on est dans notre cas jeune, quand j'étais, on se dit, bon, on va pas quand même parler que de nous, mais on a envie quand même, parce que quand on est dans la société, on ne va pas avec, ou dans les clubs troisième âge et les personnes âgées ne viennent pas dans les boîtes, etc. Donc il y a des regroupements qui se font et je me suis dit qu'il fallait absolument que les jeunes se retrouvent entre eux parce qu'ils s'étaient noyés dans les autres malades, et c'était pas bon pour leur morale parce qu'ils se projetaient trop facilement dans l'avenir, dans un avenir sombre. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait ce blog et alors vraiment ça a été comme si les gens attendaient ça. Ils ont été vraiment ravis. J'ai gardé tous les messages de, de, de remerciements. Je postais tous les jours des actualités et à chaque fois, je cherchais dans les actualités ce qui pouvait être récupéré pour les jeunes. Et, et donc, ça s'est très bien passé. Je me suis beaucoup plu à faire ça. Et il y a une école qui s'appelle École d'enseignement supérieur à l'EN. Ah, je me souviens plus l'intitulé. Enfin, une grande école française qui m'a sollicité parce qu'elle voulait faire un article sur les blogs et Internet pour préparer un cours, parce qu'ils préparaient des cours pour les étudiants. Et donc, j'ai fait partie de l'étude. Et donc, ça a été pour moi aussi une expérience très importante. Et à la journée mondiale suivante, l'association France Parkinson, qui avait connaissance de mon blog et de son succès, m'a délivré un diplôme, un prix jeune parkinsonien en 2011. Alors, Bah, on le voit à l'envers, mais on le verra à l'endroit, je le ferai au montage. Tu peux le montrer. d'accord. Alors, donc, ce diplôme me récompenser, faire récompenser le comité de France Parkinson dans lequel j'étais, mais c'était moi qui l'avais fait de toute façon. Donc, il récompensait la prise en charge spécifique des jeunes parkinsoniens et leur mise en réseau. Voilà, à l'époque, comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, Donc, voilà. euh, t'étais un peu la pionnière au niveau de la communication sur les jeunes. Voilà, Oui, oui, oui. J'étais précurseuse de Facebook, de, de tout ça. de ce qui Et ferait. le blog aussi a vraiment contribué. Et j'avais même créé une petite messagerie, genre Gmail, enfin une messagerie privée, où il y a 70 personnes qui étaient inscrites, où on discutait aussi par ailleurs. Mais vraiment, c'est une période de, de où, où il y avait de la frénésie, il y avait de l'engouement pour communiquer, pour se voir, pour se connaître. Quand on se rencontrait, je trouvais ça fabuleux d'arriver à se rencontrer quelquefois. En fait, on a profité, à mon avis, les jeunes parkinsoniens, du démarrage d'Internet, parce qu'Internet était là depuis pas longtemps, et on a un petit peu profité de cette, de cette communication qu'on nous mettait à notre disposition, et ça a fait démarrer les jeunes parkinsoniens dans le monde entier. Il y a beaucoup de communication, même entre les pays, notamment avec l'association européenne déjà pour l'Europe. Et puis également, moi j'étais en relation avec la, la partie jeune parkinsonienne, YOP en anglais, YOPD, Parkinson euh, Onset. Parkinson Disease. Comment? Young
Obsèque Parkinson disease. Yes. Donc j'étais en relation avec eux et j'avais participé même à une étude. Et c'est très intéressant de voir ailleurs aussi comment ça se passe pour les jeunes. Et quel regard tu portes sur ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur ce que pas forcément moi, mais ce que tu vois en général sur Facebook ou ailleurs? Ce que je pense, Ce que tu, ouais, ce que, par rapport au message que toi tu essaies de passer, est-ce que tu trouves que nous, étant plus jeunes, on fait le job, ou est-ce que c'est bof, alors, effectivement? non, c'est pas bof. En fait, il faut avoir l'esprit qui avance, hein. J'avoue que Instagram, TikTok, ma fille m'a dit, oula, maman, tu t'es mis sur TikTok, il va pleuvoir. J'essaye, mais je veux dire, bon, il y a chaque génération a ses moyens de communication. Mais moi, par exemple, ce que tu fais, Anthony, je trouve ça formidable. Depuis le début, tu le sais, je suis fan. Je trouve que cette façon d'aller plus loin que ce que j'ai pu le faire, parce que il y a beaucoup de live, il y a beaucoup de communication verbale. À l'époque, c'était uniquement écrit. C'est quand même, c'est riche, c'est riche. Ouais. Et donc, je me suis intéressée à cette histoire de contenu. Enfin bon, j'essaie de me mettre au point, mais c'est pas encore ça. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. C'est très encourageant. Je trouve que beaucoup de personnes, surtout jeunes, parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque génération a ses moyens de communication. Et bon, je suppose que quelqu'un de 80 ans va avoir du mal à aller sur Instagram. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, il y a un rapport entre le moyen utilisé et le type de malade Bien qui va sûr. l'écouter. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. À quel moment tu t'es intéressé à l'activité physique par rapport aux bienfaits Alors, du alors l'activité physique, ben, écoute, je m'y suis intéressée en 2011. J'ai fait une journée pour les jeunes parkinsoniens, justement, dans un centre de loisirs qui est à côté de chez moi, où je faisais déjà tous les dimanches un regroupement de jeunes parkinsoniens pour marcher. Et j'ai fait donc cette journée en 2011 qui a remporté du succès, à laquelle ont participé la kinésithérapeute et l'infirmière d'éducation thérapeutique du Centre Expert Parkinson de Toulouse. Et donc, on a fait vraiment une superbe journée pour faire connaître l'activité physique et les bienfaits déjà à l'époque. Donc, moi, il y avait déjà des études là-dessus il devait y en commençaient. avoir, oui, il devait y en avoir. C'était beaucoup moins efficace que maintenant, mais enfin, en termes de résultats. Et par contre, bon, moi, par exemple, pour tout avouer, moi, à l'école, j'ai retrouvé des bulletins scolaires, j'avais l'appréciation, n'aime pas l'effort physique. Ouais. Je me suis dit quand même, je me suis mis un coup de pied derrière et j'ai été voir un réseau qu'on a la chance d'avoir à Toulouse, qui est le réseau Efformip, qui est un réseau qui était aussi précurseur de tout ce qui se passe de sport santé actuel, qui prenait en charge, qui permettait aux malades chroniques, pas que Parkinson, aux malades chroniques d'effectuer de l'activité physique et d'avoir par exemple la prise en charge financière des premières inscriptions, la première année, et puis qui suivait aussi l'évolution. Donc, je me suis mise dans ce réseau. Et puis après, ça a été un enchaînement. Bon, j'ai jamais fait de marathon quand même, mais j'ai fait tout le temps assez régulièrement de l'activité physique, sauf lors de mes problèmes de santé qui sont venus me casser les pieds entre-temps. Mais j'ai essayé de faire un maximum d'activité physique et tous les ans, je fais un à deux stages de 4 semaines dans une clinique de la banlieue toulousaine qui a un service SSR qui, euh, qui est dédié à la maladie de Parkinson de rééducation intensive. Ouais. Donc, je le fais tous les ans depuis 6 ans. D'accord. Et, et avant de l'oublier, la pauvre, ma pauvre cure, où je ne vais plus, à Ussat-les-Bains, à 30 km de chez moi, il y a un des 3 établissements thermaux de France qui est habilité pour la maladie de Parkinson. Et là, j'y ai fait 17 années D'accord. de,
de 3 semaines de cure à Issat-les-Bains. Moi, j'en ai pas encore fait une, mais ça me dirait bien de faire une cure. Et par contre, là aussi, c'est pareil. C'est comme les réunions associatives de l'association France Parkinson. J'ai toujours osé y aller. J'ai jamais eu peur. Souvent, les gens disent, oh là, on va avoir des personnes âgées. Moi, non, j'ai pris ça de. Comme j'avais décidé de faire quelque chose de ma maladie, et en fait, je suis passée au-dessus de ça. Et donc, j'ai aussi bien en cure, parce qu'en cure, on voit surtout des personnes âgées qui sont. La plupart du temps, c'est déjà à la retraite, les personnes âgées. Donc, ils ont davantage de temps pour s'occuper d'eux et ils ont leurs aidants avec eux. Ouais. Donc, aussi, il y a une réunion associative cure thermale, c'est vraiment le profil des retraités âgés. Comment tu te sens aujourd'hui avec ta maladie de Parkinson? Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que au niveau moteur tout va bien? Alors, ma maladie de Parkinson, bon, non. Alors, petite précision. Donc, il y a quatre stades de maladie de Parkinson. Il y a bon, le diagnostic avec les premiers symptômes. Il y a ensuite la lune de miel. Après, il y a la phase des fluctuations motrices, c'est-à-dire les médicaments agissent moins et les symptômes reviennent. Les on diminuent, les off augmentent. Bon, ben, je suis là. Je suis là parce que j'ai essayé d'analyser pourquoi, parce que je me suis dit, j'en ai tellement fait pour la maladie, pour les malades et pour les autres, quoi, surtout. Et pour moi-même, que je me suis dit, il y a bien quand même une raison. Euh, je pense que si j'avais pas eu 2 pathologies que j'ai eues supplémentaires, je serais peut-être encore en stade 2. Parce que j'ai beaucoup été active, très active, dans différents domaines. Enfin, je résumerai tout à l'heure peut-être ce qui me paraît le plus important. Mais je suis actuellement un petit peu en difficulté parce que il faut que je gère 6 prises de médicaments par jour, C'est quoi? compliqué. Si on parle que de tes traitements Parkinson, c'est quoi ton traitement aujourd'hui? Alors, le matin, deux Modopar 125 dispersibles, parce que le dispersible agit plus vite. Ouais. Enfin, c'est pas un miraculeux, mais enfin, ça agit plus Ah ouais, vite. je trouve pas que ce soit super, Non, non, super rapide. moi non plus, je l'ai dit à ma neurologue. Ensuite, j'ai alors 2 Modopar dispersifs 125, sachant que quand on prend du dispersible, c'est moins efficace que une formule normale. Tu le prends tous les matins à la même heure? Ouais, 7 heures. Ok, Je commence à 7 heures parce qu'il faut que j'en cale 6 dans la journée toutes les 3 heures. Donc, c'est-à-dire je passe toute la nuit avec. Donc, mais toutes les 3 heures, ça va parce que je tiens pas plus. Je tiens pas plus aujourd'hui. Et c'est les tremblements qui reviennent. donc c'est 7 heures, 10 heures? Alors, voilà, je reviens à la posologie. 7 heures, 10 heures, 13 heures, 16 heures, 17, 19 heures et 22 heures. Ah, t'en prends un à 22 heures, quoi. Et oui, il faut que j'en prenne 6 pour. Si tu veux, quand des médicaments, il faut qu'il y ait une dose totale qui soit répartie dans la journée. C'est comme ça que ça marche. Et j'étais assez imprise jusqu'à présent, mais donc on m'a pas forcément augmenté d'une prise entière, mais on m'a diminué les 2 dernières valeurs du médicament pour que je puisse pas avoir trop de dyskinésie. Et alors, je Ouais, prends également pour dyskinésie, je prends du Mantadic, comme beaucoup connaissent. ouais, Et moi je connais. au lieu d'en prendre 2, j'en prends 3. T'as J'ai décidé de faire dépassé ça? la prescription avec l'accord de ma neurologue parce que je ne cache rien à ma neurologue. D'accord. Est-ce que tu as déjà envisagé la neurostimulation? Ou- Alors, je l'ai très peu envisagé, mais en plus, je suis pas, pour le moment, c'est un peu risqué dans mon cas, parce que je vous ai pas parlé, enfin, je t'ai pas parlé, il y a tous les personnes qui m'écoutent, que je n'ai pas que la maladie de Parkinson. J'ai été opérée il y a 12 ans d'une scoliose de l'adolescence qui avait dégénéré, euh, qui avait augmenté de, de courbure. Je suis aujourd'hui à 45 degrés de courbure. Et
à l'origine, j'avais 30 et quelques degrés et j'étais très penchée sur un côté. Donc, on m'a opéré toute la colonne vertébrale, depuis les cervicales jusqu'au sacrum. Et j'ai des tiges, et eu 2 tiges de chaque côté de la colonne vertébrale, et les tiges sont cassées aujourd'hui. Il faudrait me réopérer pour réparer, mais c'est risqué parce qu'à la suite de mon opération de 2012, j'ai eu un AVC hémorragique euh, qui a suivi l'intervention chirurgicale. J'ai eu un hématome qui s'est formé dans le cervelet et il a fallu me l'évacuer, donc j'ai encore la trace. Et j'ai été 4 jours dans le coma, donc Du coup, la ça m'a neurotype. créé un terrain fragile à ce niveau-là et on évite de faire des opérations. D'accord, mais si, ouais, c'est trop risqué dans ton cas. Donc, C'est assez risqué. Et puis l'arthrodèse est très grande, très longue, très. On sait pas. J'ai vu je le vois tous les ans, mon chirurgien. Il m'a dit que si j'ai pas plus mal, alors comme je fais l'activité physique, j'ai pas plus mal. J'ai pas de douleur, hein, à propos. Je vais pas parler encore de mes autres symptômes, mais c'est difficile de tout dire. Ce que je peux dire, c'est que euh, la neurostimulation, bon, peut-être que aujourd'hui, elle est bien meilleure, bien meilleur résultat. Il y a beaucoup moins d'échecs qu'il y a 20 ans. Parce que déjà, quand j'ai débarré ma maladie, elle avait déjà. Et ce que je peux dire, c'est que je l'aurais peut-être demandé, mais là, je n'insiste pas parce que je veux essayer de gérer autrement. alors, est-ce que c'est, comment te dire? Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu te projettes un petit peu qu'est-ce que tu feras, où tu seras je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Alors, il va falloir que j'en parle quand même. J'ai un quatrième problème de santé. En 2023, en 2022, on me trouve un cancer au poumon droit. D'accord, je savais pas ça. Ah, tu savais pas. Donc, en 2023, comme j'étais apparemment au stade 0, on me l'a confirmé après l'opération, je me suis fait opérer en juillet 2023. On m'a enlevé, j'ai eu une ablation d'un tiers de mon poumon droit, où se trouvait la tumeur. Tumeur, j'aime bien ce mot. Ouais, Euh, et donc, je bénéficie actuellement, je n'ai pas eu de traitement ni en radiothérapie, ni en chimiothérapie. Je bénéficie d'une surveillance rapprochée tous les 6 mois. Pour le moment, ça va. ok. Donc, tu restes positive et résiliente Ah oui, c'est ma nature, hein. est-ce que du coup, tu as toujours la même énergie que tu avais avant par rapport à la communication sur les réseaux là, je sais que Alors, j'ai envie, ça c'est sûr, je vais pas me changer comme ça, mais je suis ralentie quand même. Bon, oui, oui, mais je, je je, veux dire, en plus, les problèmes de santé que j'ai eus m'ont- ont été aussi, ont contribué à me ralentir. J'ai pas pu me consacrer à gérer ma maladie de Parkinson seule. Il a fallu que je gère plusieurs maladies graves en même temps. Mais j'y suis arrivée, puis je bénéficie aussi d'un entourage proche très, très bienveillant. ok. Euh, on arrive bientôt au dernier quart d'heure de l'entretien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne? Et d'un autre côté, est-ce que toi, Corinne, il y a quelque chose que tu veux ajouter, un message que tu veux faire Oui, passer ou un thème qu'on n'a pas abordé? je veux ajouter quelque chose, oui. Je veux ajouter quelque chose. Je veux parler à tous les malades, bien sûr, d'essayer l'activité physique. Elle a été vraiment reconnue. Et ça, il faut absolument. Moi, je suis un bon exemple. J'ai quand même veillé toujours à avoir un minimum d'activité physique dès que j'en ai pris conscience. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que l'activité physique. Et on y viendra, je suis sûre, dans ces prochaines années, à avoir des compléments de- d'études actuelles considérées comme insuffisantes sur l'importance de l'alimentation. Ouais, Ça, je suis convaincue que c'est aussi important parce que moi-même, j'ai utilisé une alimentation anti-inflammatoire qui est préconisée dans un groupe Facebook dont je suis modératrice, qui est formidable. Et bon, je ne vais pas faire de pub hein, parce que c'est pas trop le but de la. tu peux, hein. de- c'est simplement
pas alimentation et Parkinson est vraiment quand on suit cette alimentation anti-inflammatoire, hein, c'est le type d'alimentation, c'est proche de l'alimentation crétoise qui est actuellement recommandée, Alors vas-y, mais avec quelques... décris-nous un petit peu ce que c'est que ce type d'alimentation. Mais l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, elle est dépourvue de, de, de gluten, de lactose et de sucre, bien sûr. Alors le sucre, c'est le pire ennemi de n'importe quelle maladie. J'en ai pris conscience quand j'ai eu mon cancer, parce qu'on dit que le cancer se nourrit de sucre. Le sucre, franchement, quand on arrive à l'éliminer, déjà c'est la première étape, c'est déjà bravo. Donne-moi des exemples de repas sans gluten, sans lactose. Qu'est-ce que tu manges? Alors, en fait, et puis j'ai pas fini parce qu'en fait, les produits animaliers aussi sont pas terribles parce qu'ils favorisent aussi l'inflammation du, de l'inflammation intestinale. Et il faut savoir qu'on entend beaucoup parler de microbiote aujourd'hui. Alors, je vais pas faire un cours sur, je vais pas euh, euh, parler à la place de ma spécialiste du groupe, qui est Valérie Bouten, qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui s'est passionné par ça. Donc, cette alimentation anti-inflammatoire, elle aussi demande à ne pas trop manger de viande, surtout rouge. En tout cas, il y a une liste dans ce groupe des aliments qui sont autorisés et ceux qui ne le sont pas. Et en fait, le but, c'est ça. C'est que, je parlais de microbiote tout à l'heure, que j'aille au bout de ma pensée. Le microbiote, c'est ce qui va, c'est la santé de nos intestins, de notre digestion, tout notre système digestif. Et si on donne de bons aliments au corps, le microbiote va permettre de transférer, enfin c'est très simpliste hein, ce que je dis, mais il y a le nerf vague qui sert de communicant entre le cerveau et les intestins. Les intestins, on parle de deuxième cerveau, c'est pas pour rien. Et donc, il y a une communication en retour de l'alimentation vers le cerveau. Donc, cette communication, en fait, je l'ai ressentie. Je l'ai ressentie parce que j'ai modifié mon alimentation. Et franchement, j'ai vu des résultats sur mon sommeil, sur ma fatigue. Bon, j'ai pas pu le faire très très longtemps parce que j'ai été dérangée par des problèmes de santé. Mais franchement, encore une fois, je témoigne de l'importance de l'alimentation. Et Alors, je finirai. excuse-moi, juste pour faire encore plus simple, est-ce que tu peux, encore plus concret pour ceux qui connaissent pas, quand tu vas au supermarché, dis-moi ton panier type de ce régime antioxydant. Alors, c'est rechercher donc, déjà j'y vais avec ma liste qui a été très bien faite sur le groupe. Déjà, j'ai ma liste et je remplace pratiquement tout ce qui est interdit. Il faut surtout pas se priver de nutriments essentiels pour la maladie de Parkinson, parce qu'il faut notamment des protéines, etc. Mais il faut des bonnes protéines, il faut des bons nutriments, et on les trouve dans les produits végétaux. Par exemple, il y a des yaourts végétaux qui sont excellents Ouais, au soja. au soja, et pas que. Il y a d'autres produits. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, je pense que c'est une question de mode, mais ça se fait de plus en plus, ce type d'alimentation anti-inflammatoire, pour beaucoup de pathologies, Et en fait. Et nous, on a en plus notre liste Parkinson. il y a aussi le lait d'avoine, le lait de quoi? Il y a le lait Le, d'avoine, il y a... voilà. En fait, bon, là, j'ai pas tout en tête exactement, mais j'ai ma liste toujours sur moi et j'évite de prendre du pain. Le pain, je vais essayer de fabriquer. Il y a, il y a de, euh, disons que on peut, enfin, il faut un petit peu plus cuisiner soi-même pour obtenir enfin, il y a des recettes qui sont très faciles à faire. En fait, il faut changer nos routines. Donc Parce pas de qu'on est dans tous les domaines. Dans l'activité physique, c'est pareil, celui qui n'a jamais fait d'activité physique, il faut qu'il s'y mette. Donc, il faut qu'il change ses routines. En alimentation, c'est pareil. ouais.
faut suivre ce qui est préconisé. Et alors vraiment, qu'on soit pour ou contre le régime anti-inflammatoire qui un jour détrônera les autres, je recommande de supprimer le sucre. Tu vois, Parce que le sucre, en tu vois plus, dans les commentaires, on te demande ta liste de courses. ma liste de courses, ah, ma liste de courses, ça c'est vrai que ma liste de courses, soit je la prépare à l'avance en fonction de ce que je vais faire à manger, parce qu'en fait, j'ai des recettes différentes. Donne-nous J'ai pas le même, donne-nous des j'ai pas exemples. le même livre de recettes. Donne-nous des exemples de ce que tu cuisines. Ben, par exemple, je cuisine avec des pois chiches. Les pois chiches, c'est des protéines. Et il y a des tas de plats qui se font avec des pois chiches. Donc, le pois chiche à la place de la viande. Je ne me sers pas d'huile végétale, je me sers que d'huile d'olive et de l'huile de noix de coco. Il y a eu des études qui recommandent telle ou telle euh, huile et puis pour plein d'autres produits également. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je mange beaucoup d'avocats. Les Alors, si avocats sont tu remplaces recommandés. tes aliments, tu me dis que tu remplaces la viande par les pois chiches parce que c'est des protéines végétales. Oui. Le fromage, tu le remplaces par quoi? Tu as du fromage végétal. Ok. Donc le beurre, c'est pareil. Et il va chercher à me coincer. Non, 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 j'essaie de te Non, voir. je rigole, Anthony. Le beurre, en fait, c'est l'huile d'olive. Moi, au lieu de mettre du beurre d'abord, je mets pas, je mange pas des pâtes, sauf si elles sont sans gluten. Mais au lieu de mettre du beurre, je mets de l'huile d'olive ou de l'huile de coco qui est euh, sous forme un peu solide, qui n'est pas forme huileuse qu'on connaît. D'accord. Euh, Il y a tout un tas, ça prend, du jour au lendemain, on ne change pas Beaucoup de tout. fruits et Euh, légumes. oui, c'est la base du régime crétois à l'origine, hein. C'est-à-dire, c'est pareil, le régime crétois préconise pas de lait de vache, mais du lait de brebis et de chèvre. Nous, on dit à Parkinson, non, même pas de lait ni de vache, ni ni de brebis, ni de chèvre, mais c'est une étape. Manger des produits à base de brebis et de chèvre permet d'avancer. Ok, de toute façon, on va te faire quand même un petit peu de pub pour ton groupe. Vous pouvez aller échanger avec Corinne et aller voir tous les posts qui sont disponibles sur le groupe Facebook Alimentation. C'est un groupe fermé, alimentation et Parkinson, et il faut répondre à un petit questionnaire en début Ouais, de, comme une en- charte. voilà, comme une petite charte à laquelle on tient. Et puis, dedans, il y a des ressources extraordinaires. Il y a des recettes, il y a des, enfin, c'est quand même fait sur la base de données scientifiques. Voilà. Ok, C'est tout expliqué. je vais juste remonter pour voir s'il y a eu des questions. Est-ce qu'une modification partielle de l'alimentation est quand même utile d'après vous ou ça sert à rien? Donc voilà. Ben non, c'est toujours utile, c'est toujours utile. C'est toujours Même- utile déjà pour améliorer l'état du microbiote. Alors, attends. Bon, il y a Fred Bélanger qui critique un peu ta cuisine, hein, Bon, gentiment. alors justement, tout à l'heure, Fred, c'est un ami. Euh, je, euh, il m'a écrit hier un message très touchant et je voudrais vraiment parler en son nom. Il a vraiment, il a la maladie depuis une quinzaine d'années, je crois. Il est très sportif et il a des, des- des retours de son activité physique énormes. Et il m'a dit, il faut vraiment que les gens y aillent, qu'ils fassent de l'activité sportive. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui et je vous transmets son message qui est vraiment du fond du cœur. On a vraiment envie que tout le monde puisse profiter des bienfaits de l'activité Non, physique mais et de l'alimentation. son message, il faut qu'il vienne me le dire dans Ciellement Parti. Eh bien, écoute, tu verras ça avec Il est lui. encore là. Contacte-moi, Fred. Il est Bah, formidable écoute, parce qu'il relève des défis formidables et franchement, il faut l'écouter. il y a une question intéressante. Est-ce que, en plus du régime crétois,
est-ce que comment te dire, est-ce que toi tu prends ou est-ce que tu préconises des compléments alimentaires? Non, alors les compléments alimentaires, c'est un vaste sujet. D'abord, à mon avis, c'est personnel parce que, par exemple, en faisant analyser ton microbiote, tu peux savoir quelles sont tes carences. Les compléments alimentaires, moi je suis contre les compléments alimentaires qui sont donnés au cas où, sans savoir vraiment si tu as une carence dans ce nutriment. Donc, il faut savoir ce de quoi on manque pour pouvoir adapter. Le Ouais, mot oui, adapter est très important. oui. En gros, tu dis que c'est pas un truc que tu prends au pif comme ça. Non. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc Guillaume qui prend aussi des compléments alimentaires, mais après un cancer, oui, il a eu un cancer de la langue, Guillaume, peut-être différent. Bon, écoute, bah, merci beaucoup, Corinne. Ça faisait un sacré bout de temps qu'on en parlait de faire ce. Ah oui, on y est arrivé, Anthony. Ouais, ouais, je suis content d'avoir fait avec toi. Et si jamais un jour tu veux revenir parler exclusivement de nutrition, on fait un ciel mon parti spécial Oui. pour parler Ben, de ça pendant une heure. peut-être que je te solliciterai quand mon bouquin sortira. Oui, parce que ouais, tu peux le dire que tu as commencé l'écriture d'un livre Mm. sur ton histoire, en gros, hein, sur ton histoire avec la Oui, et maladie. puis je le regrette pas pour les personnes qui sont plutôt âgées, mais j'ai ciblé mon livre encore une fois sur les jeunes parkinsoniens parce que je suis très attachée à défendre leur cause. Ok, bah, on en reparle au moment de la sortie du livre. Et je te dis, si jamais, parce que j'ai senti que ça intéressait pas mal de gens, la nutrition, si jamais on, Ça intéresse. si jamais on peut se faire un live entier sur la nutrition, on peut le programmer. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a des spécialistes là dans le groupe où je suis, il y a de quoi. Quitte à le faire à plus de deux, on peut le faire à trois ou à quatre, hein. Bien sûr, c'est une très bonne idée. J'ai mon écran qui s'éteint, c'est bon. Ok, Corinne, bah merci beaucoup. On reste en Avec contact de plaisir. toute façon, on se Oui. téléphone, hein. Bah, merci, je te souhaite une bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont Bonne suivi. soirée à tous Le, et bougez. ouais, le replay sera disponible logiquement dès ce soir sur YouTube. Et je te laisse le propager sur les groupes. Oui, et je suis désolée, j'ai juste Vas-y, le mot de vas-y. la fin. Le mot de la fin. Je voudrais rendre hommage à un ami qui s'appelle Marc, qui s'appelle toujours, puisqu'il est décédé, mais il est parti trop tôt. C'était un ancien jeune parkinsonien comme moi. Et il me remplaçait quand j'étais absente dans mon blog. Et il nous manque beaucoup, c'est Marco Chabot du Québec. Ok, le message est passé. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Et puis, Salut Corinne, bon, merci. salut. Ciao. Ciao.